Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Tapis rouge, paillettes et stars du 7e art sont de retour sur la croisette pour la 78e édition du Festival de Cannes. Pour parler de l'économie du cinéma, je reçois Frédéric Socher, cinéaste, enseignant, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde intitulé Anatomie du cinéma, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Bonjour Frédéric Socher. Bonjour. Donc ce livre, c'est un petit peu quoi, le compte-rendu, le résumé de tout ce que vous enseignez à vos étudiants à Paris-Sorbonne, c'est ça ? C'est d'abord pour tenter de rendre l'économie du cinéma passionnante, parce que je crois qu'elle l'est. C'est-à-dire qu'il y a des aventures de production dont on parle trop peu souvent, l'envers du décor, comment ça se passe concrètement. Et je pense que c'est ouvert à tous les publics, en tout cas à tous ceux qui aiment le cinéma, de savoir comment ça se passe. Et l'économie est très importante pour le cinéma. Elle détermine le type de film qu'on peut réaliser. Ah, et là, ce livre, ça part quasiment de l'idée même d'un scénario et ça va jusqu'à la distribution du film. Voilà, ensuite, donc toute la filière. Toutes les étapes, et jusqu'à la distribution en salle, en passant par les festivals, les critiques de cinéma, et aussi maintenant l'enjeu des plateformes, et des différents types de diffusion qui existent. Donc on peut avoir des questions et des réponses, j'espère, pour toutes ces étapes, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que c'était le cas avant ? Parce que vous considérez que vraiment le cinéaste, il est chef d'orchestre, mais depuis le début, de l'idée jusqu'à la distribution. Est-ce que c'était le cas avant ? Les cinéastes devaient être partout. Alors, la France a un rapport particulier avec l'idée de ce qu'est le cinéaste, puisque ce qu'on appelle la politique des auteurs, c'est-à-dire l'idée que c'est le réalisateur qui est le plus important dans le processus de création, est né en France à travers une revue célèbre, Les Cahiers du cinéma, mais je pense, moi, en ce qui me concerne, que c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'un film soit porté par la vision d'un ou d'une cinéaste, et il y a de plus en plus de femmes cinéastes d'ailleurs passionnantes, mais en même temps qu'il y a plein de parts de création qui viennent des techniciens, des acteurs, bien sûr, on change les acteurs d'un film, mais c'est pas le même résultat, la même émotion, de la musique, on parle trop peu de la musique de film, qui est très importante pour la réussite, du montage. Et donc, c'est tous ces éléments mis ensemble, toutes ces parts artistiques. Et la production aussi peut amener une part de création. Le producteur peut porter une ligne éditoriale. Eh bien, tout cela mis ensemble va faire que le film sera plus ou moins réussi créativement. Mais il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, effectivement. Mais est-ce que ça l'était qui pas coordonne avant ou pas ? Si, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Ça a toujours été. Et il y a des grands cinéastes du passé, Chaplin par exemple, c'était un grand orchestre, voilà, il gérait tout. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a ce pas de deux entre un homme orchestre ou une femme orchestre et toutes les parts de création qu'il ne faut pas minimiser, à commencer par le scénario, par les scénaristes. Et donc c'est cela dont j'essaye de parler dans le livre, c'est comment tout cela peut s'agréger pour que le film trouve son sens. Alors, trouve son sens, trouve son marché. Et là, il y a un chapitre sur les plateformes, les Netflix et compagnie. C'est pas vos copains, très clairement. Alors oui et non, parce que comme toute nouvelle invention, il y a du bon et du mauvais à en retenir. Ce qui pose plus question que les plateformes, ce sont les algorithmes qu'on retrouve d'ailleurs. Vous détestez qu'ils vous proposent des films. Mais on le retrouve ailleurs que dans les plateformes, dans les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, je pense que c'est un vrai danger pour la démocratie que les algorithmes nous amènent à revoir ou à conforter nos propres opinions, nos propres goûts. Et que, moi, ce que je prône, au contraire, pour de la curiosité, pour une ouverture, pour des nouvelles formes de cinéma. Et donc, ça ne peut pas marcher avec les algorithmes. Mais vous parlez de plateformes de niche qu'il y aura dans l'avenir. Il y en a déjà. Et il y a déjà des plateformes qui sont dédiées, par exemple, au cinéma d'auteur et qui, elles, sont formidables parce qu'elles permettent, comme dans un ciné-club ou une cinémathèque, de revoir plein de films qui sont des classiques. Et donc, il peut y avoir un usage des plateformes qui serait tout à fait positif. Et dans les plateformes, ce qui est très intéressant aussi, ce sont des séries. Il y a des séries formidables. Donc, il ne faut pas être dogmatique en disant pour ou contre. Mais il y a un danger, par contre, de l'utilisation des plateformes et qu'elles n'investissent pas assez dans le cinéma. C'est un des enjeux actuels. Mais vous, votre dernier film, c'est 2023, le cours de la vie avec Agnès Jaoui. Vous accepteriez d'être financé par une plateforme ? Mais bien évidemment, ce qui compte, c'est pas d'accepter d'être financé par telle ou telle source, mais quel film on fait. Et donc, si la plateforme peut permettre, voilà, de faire le film qu'on veut faire, évidemment, il faut accepter. Mais
pour moi, comme cinéaste, comme pour beaucoup de cinéastes, le premier lieu de projection, c'est la salle. Ouais. Et à Cannes, par exemple, c'est l'une des plus belles salles de projection du monde, quand on a la chance d'avoir son film qui est sélectionné. Et donc, cette réunion avec des spectateurs dans une même salle, c'est quand même ce qu'il y a de plus magique. Alors, les festivals, vous y consacrez un chapitre entier dans ce livre. Pour vous, c'est incontournable, surtout pour le cinéma d'auteur. Les festivals permettent à des films qui ne sont pas les plus grosses productions hollywoodiennes d'avoir un coup de projecteur, et donc je pense que c'est très important qu'on puisse mettre en avant cette part de création. Mais il n'y a pas que les festivals, il y a les critiques aussi qui sont pour moi très importants, parce que le critique peut aussi bien faire l'éloge d'un film américain que d'un petit film d'auteur européen ou d'une autre cinématographie d'ailleurs. Et donc je pense que c'est très important que derrière le cinéma, il y ait plusieurs types de films, plusieurs types de productions, et pas que ce ne soit pas uniquement les grosses productions américaines ou les grandes comédies françaises qui soient les seuls à être offerts aux spectateurs dans le marché. Dans ce livre, vous nous rappelez un élément qui est très important, qui est un élément de géopolitique, que le Festival de Venise a été créé en 1932, je crois, par Mussolini, que le Festival de Cannes a été créé en 1939 par le Front populaire, que la Berlinade contre Venise oui. Et que la Berlinade, créée en début des années 50, a été créée dans, évidemment, la sphère de la guerre froide. C'est toujours lié, le cinéma, à la géopolitique. Je pense que tout film est politique, surtout si on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que c'est si important le cinéma. Pour moi, c'est plus que le cinéma. Il faut que chaque pays, que chaque cinématographie puisse faire des films. Parce qu'à travers les films, on véhicule un imaginaire. Et que je pense que derrière l'imaginaire, il y a des enjeux économiques. C'est ce qu'on appelle le soft power. Et il y avait la fameuse phrase de Roosevelt qui disait « Envoyez les films américains, les produits américains suivront ». Soft power, c'est l'influence douce, voilà, par la culture en général. Et donc, je pense que la culture et l'économie se répondent mutuellement. Et donc, ce n'est pas uniquement l'enjeu pour les artistes ou pour la corporation des personnes qui font du cinéma, que c'est un vrai enjeu démocratique, en fait. Alors, Festival de Cannes égale aussi marché international du film. Ça va ensemble ? C'est le plus important, c'est ce qu'on connaît le moins. C'est-à-dire qu'il y a la sélection, il y a différentes sections, mais il y a aussi le marché du film où là il y a tous les producteurs, les distributeurs, les vendeurs de films du monde entier qui se réunissent pour acheter des films et parfois aussi des projets de films qui n'ont pas encore été tournés. Et donc ce marché est un enjeu économique mondial pour le cinéma. Et chaque année, les coulisses du Festival de Cannes sont très importantes pour l'avenir du cinéma. Alors, je disais, votre dernier long métrage, c'est Le cours de la vie, avec Agnès Jaoui. Il a coûté que 600 000 €. Je dis que parce que, en effet, c'est assez bas, on est d'accord. Alors, il faut le comparer à la moyenne du budget d'un film en France, qui est environ de 3,5 millions, 4 millions d'euros. Donc, effectivement, c'est beaucoup en dessous du coût moyen d'un film français aujourd'hui. Et il a fait 100 000 entrées. Il a fait 100 000 entrées, ce qui rend l'équation positive, c'est-à-dire qu'il a rapporté davantage que ce qu'il n'a coûté. Voilà, donc le producteur n'a pas perdu d'argent. Le producteur, le distributeur, c'est celui qui permet au film d'aller jusqu'à la salle, n'ont pas perdu d'argent et je rêve de pouvoir continuer à faire des films. Alors j'espère, grâce à ce mini-succès, entre guillemets, j'ai un prochain projet de film qui aura un budget plus élevé, mais je pense que c'est très important qu'il y ait différents types de budgets qui puissent se faire dans l'économie du cinéma. Et j'ai une admiration, par exemple, pour Éric Rohmer, qui était un cinéaste français, qui arrivait à faire des films à tout petit budget. C'est quoi tout petit ? C'est en tout du vôtre de 600 000 ? C'était l'équivalent à l'époque. Ouais. Et donc, mais qui avait un public suffisamment important, en France et à l'étranger, pour que ces films soient totalement rentables, et donc pour pouvoir enchaîner film sur film grâce à cette rentabilité. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Socher, qu'on va vers peut-être un cinéma low cost ? Non, ça veut dire qu'il faut les deux. Il faut garder les super productions, qu'elles soient françaises ou américaines, et c'est très important pour l'économie que ces superproductions existent et soient rentables, mais il faut laisser aussi une part, comme dans n'importe quel domaine économique, le domaine de la recherche-création, de l'expérimentation, et donc ça, c'est des plus petits budgets. Mais est-ce que cette part, est-ce qu'on donne la chance à des films à très petit budget comme le vôtre ? Alors, ou est-ce que c'est rare ? Rares sont les films à petit budget qui ont un succès relatif en salle. Et donc, c'était une chance. On a vraiment apprécié toute l'équipe, les producteurs, le scénariste, les acteurs. Vous citiez Agnès Jaoui, il y a aussi Jonathan Zakaï, par exemple, Vladimir Cosma, qui avait accepté de faire la musique. Et donc, on était tous très heureux que le public soit au rendez-vous, que les salles. On est sorti sur 170 salles la première semaine, 280 en deuxième semaine. C'est très rare dans l'économie du cinéma qu'on augmente le nombre de salles en deuxième semaine d'exploitation. Et donc c'est la preuve qu'il y avait un bouche à oreille, une envie des spectateurs de voir le film. Vous avez créé un modèle ou pas ? Je parle d'un modèle économique.
La preuve qu'on peut faire un cinéma à 600 000 euros. La preuve, elle est là, mais il y a d'autres qui l'ont fait avant moi, et il y en a d'autres qui le feront encore. La question, c'est de ne pas tomber dans un formatage économique et de permettre cette diversité d'approche. Il y a un documentaire que vous avez produit, que vous avez réalisé, c'est Cinéaste à tout prix, où justement vous avez rencontré des cinéastes qui travaillent avec très très petit budget, et pourtant ils ne sont pas sortis, ces cinéastes. Alors là, c'était autre chose, c'était des cinéastes amateurs, qui n'étaient pas dans l'exploitation commerciale classique et qui faisaient des films comme il y a plein peut-être de spectateurs qui nous voient qui font des films amateurs chez eux, mais eux simplement ils aimaient tellement faire ça qu'ils y ont consacré toute leur vie, donc je voulais leur rendre hommage dans ce film, et ce qui était beau, c'est que le Festival de Cannes avait retenu en sélection officielle le film, et qu'on avait pu monter les marches ensemble, alors que ces réalisateurs sur lesquels j'avais fait le documentaire n'avaient jamais été à Cannes jusqu'à-là. Est-ce que ce qui coûte le plus cher encore aujourd'hui quand on produit un film, c'est les acteurs, les salaires ou la techno ? Et est-ce que la techno, avec les iPhones, on peut justement faire baisser les coûts ? Donc, ce qui est formidable, c'est puisque je suis cinéaste et aussi enseignant, c'est que je vois avec mes étudiants qu'on peut faire des films pour très peu d'argent, puisqu'avec les moyens techniques aujourd'hui sont formidables. On peut faire un film avec un téléphone, effectivement, et des grands cinéastes même le font. Et donc, on a une beaucoup plus grande légèreté technique, et c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il y a encore 10 ou 20 ans. Par contre, ce qui coûte de l'argent, c'est parce que c'est normal que chaque personne qui travaille sur un film soit rémunérée. Et quand on a une équipe de 30 ou 40 personnes, ce qui est la moyenne d'une équipe en France sur un tournage de long métrage, 40 salaires fois 2 mois de tournage, ça a un coût avec les charges sociales qui vont avec, évidemment. Et donc le cinéma reste un art onéreux, même pour les petits. Et pour les petits budgets, il faut des équipes plus petites et trouver d'autres moyens. Par exemple, pour Le Cours de la vie, j'avais fait le tournage en seulement 15 jours, alors que la durée moyenne pour un film en France, c'est plutôt 6 ou 7 semaines de tournage. Une dernière question, réponse rapide. L'intelligence artificielle, ça vous parle pour vos prochaines productions ? Alors, il faut s'en servir comme un outil, et ça peut être formidable, mais le danger, c'est le formatage, toujours. Donc, il faut garder le film comme un prototype unique. Chaque film doit être singulier, et il faut rester curieux comme spectateur. C'est ce que j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent. Restons curieux pour de nouvelles découvertes cinématographiques. Merci beaucoup Frédéric Zocher pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Elles sont procureurs, journalistes, commissaires ou filles de victimes. Nous sommes pris en otage depuis notre naissance. Je fais du journalisme d'investigation et je travaille depuis 25 ans sur la mafia. Alors ici, ce sont les individus qui font partie d'un clan mafieux, qui est connu pour des faits d'extorsion et de trafic de drogue. Et vous dites que vous n'avez aucun lien avec votre frère ? Oh non, ça fait des années qu'on n'a plus de contact. Elles ont toutes un but commun, se battre contre la mafia. Dans cette région des Pouilles, en Italie, ces femmes se savent exposer, mais placent l'intérêt général au-dessus de leur propre sécurité. Des femmes contre la mafia, notre nouveau reportage, à voir sur France 24 et france24.com. France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité.